Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante qui pourrait résoudre le mystère de Stonehenge. Ils ont trouvé un élément caché au plus profond de l'ADN des pierres de Sarsène, les énormes monolithes présents sur le site. Cette découverte pourrait révéler pourquoi nos ancêtres du néolithique ont conçu et construit cette structure. Depuis des années, les scientifiques se creusent la tête pour savoir d'où viennent les énormes pierres de Sarsène. Pendant longtemps, ils ont cru qu'elles provenaient d'une carrière située à 25 km du site, connue sous le nom de Marlborough Downs. Sur ce site, ils ont trouvé des minéraux similaires à ceux qui composent les pierres de Sarsène. Mais en réalité, les choses sont plus complexes qu'on ne le pensait. Notre compréhension de la construction de Stonehenge est en constante évolution. Les scientifiques doivent littéralement remonter le temps pour percer ces mystères. D'où viennent les pierres? Comment ont-elles été transportées? Pourquoi le site a-t-il été construit? Le site de Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre, est constitué de deux grands types de pierres. Il y a les pierres de Sarsène, très lourdes, et les pierres bleues, plus petites et plus légères. Les pierres de Sarsène pèsent chacune environ 25 tonnes. Cela équivaut à 3 éléphants d'Afrique. La pierre de Sarsène la plus lourde, appelée Heelstone, pèse à elle seule 30 tonnes. Ensemble, les pierres de Sarsène forment le cercle extérieur de la structure. À l'intérieur de ce cercle, vous trouverez les pierres bleues. Leur nom est peut-être un peu trompeur, car elles ne sont pas vraiment bleues. Elles ont une teinte bleutée lorsqu'elles viennent d'être cassées, d'où leur nom. Ces petites pierres proviennent probablement des collines de Presley, dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Elles sont un peu plus légères que les pierres de Sarsène, mais restent assez lourdes. La pierre de l'autel, classée parmi les pierres bleues, est la plus lourde d'entre elles, avec un poids d'environ 6 tonnes. Son emplacement d'origine n'est pas encore connu. Pour déterminer l'origine d'une pierre, les scientifiques doivent d'abord étudier sa composition. Pour cela, ils vérifient l'ADN de la roche. Ensuite, ils recoupent la structure de la pierre avec les minéraux présents dans le sol pour voir s'il y a concordance. La plupart des pierres de Sarsène que nous voyons dans le sud de l'Angleterre sont en fait constituées d'un type de grès connu sous le nom de silcrète. Il s'agit d'un sable durci par les eaux souterraines pendant des millions d'années. Ce processus est principalement produit au cours d'une période appelée le Paléogène, il y a quelques 65 à 23 millions d'années. Ces pierres de Sarsène ne se sont pas formées en une seule grande plaque, mais par parcelles, comme si la nature avait créé de petits jardins de pierres un peu partout. Les scientifiques expliquent que les pierres de Sarsène se sont répandues de manière aléatoire, souvent dans des zones isolées. Au fil du temps, nombre d'entre elles ont été enfouies sous des couches d'argile et de craie, ce qui a contribué à leur préservation. Lorsque les bâtisseurs de l'Antiquité se sont mis en quête de matériaux, ces pierres leur ont probablement semblé parfaites pour la construction d'une structure aussi impressionnante que Stonehenge. En fait, on a utilisé des pierres de Sarsène dans toutes sortes d'ouvrages, des villas romaines aux églises médiévales en passant par les bordures de routes et les murs de culture. On pourrait dire que ces pierres étaient le matériau de prédilection des bâtisseurs de l'Antiquité et qu'elles ont continué à être populaires même à l'époque moderne. Ce fait a amené les scientifiques à se demander si toutes les pierres de Sarsène, utilisées pour construire Stonehenge, ne provenaient pas du même endroit. Ils ont identifié des sites dans tout le Royaume-Uni, dans des régions telles que l'Oxfordshire et le Kent. Après des centaines d'années d'études, les géologues disposent enfin du type de technologie appropriée pour déterminer l'origine des pierres. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un lieu tenu secret, très éloigné du site. Mais il s'est avéré que les pierres de Sarsène proviennent en réalité de West Woods, une forêt située tout près de Stonehenge. Un nouveau facteur est entré en jeu lorsque des fouilles ont mis au jour des trous de pierre, indiquant qu'au moins 6 piliers de pierre bleue avaient été retirés dans les collines de Presley, sur le site de Waunmain, au cours de la préhistoire. Il y avait là un cercle de pierre, et l'on pense que certaines des roches de Stonehenge ont été récupérées dans ce cercle plus ancien. Si cela est vrai, il se pourrait que Stonehenge fasse partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de sites anciens. Si c'est bien le cas, Stonehenge ne serait que la cerise sur le gâteau d'un projet de plus grande envergure. Un peu comme la pièce maîtresse d'un paysage de monuments, de monticules, de cercles de pierre et d'autres choses très impressionnantes. C'est la raison pour laquelle les scientifiques veulent absolument savoir d'où viennent les pierres. Cela pourrait permettre de comprendre pourquoi et comment Stonehenge a été construit. Stonehenge n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a été construit en plusieurs étapes sur des centaines d'années. Il ne s'agissait probablement pas de l'œuvre d'une seule personne,
mais d'un grand projet communautaire qui a évolué au fil du temps. Chaque génération de bâtisseurs a apporté ses propres idées, créant une structure qui allait durer des siècles. La première étape remonte à environ 3100 ans avant notre ère. Un fossé circulaire a été creusé et quelques pierres bleues ont été installées, formant une sorte d'anneau de départ. Plus tard, ils ont ajouté les pierres de sarcène et ont même surmonté certaines d'entre elles de pierres horizontales afin de former ces fameuses arches que vous voyez aujourd'hui. Ce qu'on appelle les trilithes. Ces bâtisseurs de l'Antiquité avaient bien des défis à relever. Comment déplaçaient-ils les pierres? Une vieille théorie, connue sous le nom de route de glace, suggère que les pierres ont été déplacées sur des chemins naturels et glacés au cours de plusieurs hivers. Ils auraient ainsi simplement fait glisser les pierres jusqu'à Stonehenge. Mais nous parlons là d'une distance de plus de 160 km, c'est donc assez invraisemblable. Quoi qu'il en soit, cette théorie a été démentie, parce qu'il faisait plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a aussi la théorie de la rivière. Les pierres auraient été transportées par voie d'eau depuis leur lieu d'extraction jusqu'au site. Mais les pierres de sarcène sont beaucoup trop lourdes pour cela. Cette théorie a donc également été abandonnée. En clair, personne ne sait comment les pierres ont été déplacées. Les recherches menées à Stonehenge ont dévoilé un autre élément scientifique intéressant. Un récent examen au laser des pierres a révélé les différentes méthodes de travail utilisées et montré que certaines parties du monument étaient plus soigneusement ouvragées que d'autres. En particulier, le côté nord-est et les faces internes des trilithes centraux ont été minutieusement taillés. Pour information, un trilithe est une structure composée de 3 pierres. 2 énormes monolithes sont surmontés d'un troisième qui les relie entre eux. En grec, ce mot signifie simplement « qui a 3 pierres ». Quoi qu'il en soit, la grande question, et la raison pour laquelle Stonehenge est si célèbre, est de savoir pourquoi il a été construit en premier lieu. Les théories vont bon train, et certaines semblent tout droit sorties d'une série de science-fiction. Voici un bref aperçu des idées les plus populaires. Il y a bien sûr la théorie du calendrier solaire. Elle suppose que les pierres sont alignées sur les mouvements du soleil, en particulier lors des solstices d'été et d'hiver. Lors du solstice d'été, le soleil se lève à gauche de la Hillstone, la seule pierre à l'extérieur du cercle principal, éclairant ainsi l'ensemble du monument. Certains disent qu'il s'agit là d'une espèce de calendrier antique permettant de marquer les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Certains archéologues pensent que Stonehenge pourrait avoir été un ancien site de guérison. Des morceaux de pierre bleue portent des traces de burin, probablement faites par des gens qui croyaient qu'elles pouvaient guérir des maladies. Selon une théorie, les gens venaient à Stonehenge de tous les coins du pays dans l'espoir d'y trouver un remède à leurs maux. Certains pensent que Stonehenge était un lieu très populaire, un endroit où les gens se rassemblaient. Certaines preuves suggèrent que des communautés très éloignées les unes des autres se retrouvaient à Stonehenge pour des célébrations, des festins et des cérémonies. Un examen des ossements trouvés à proximité montre que les gens parcouraient parfois des centaines de kilomètres pour se rassembler sur ce site. En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornés de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupèrent une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour,
et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissèrent ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient recalculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquaient leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le Sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne. Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression.
Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le Sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ces tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'Histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Shennet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. Les étés au Moyen-Orient sont si intenses qu'ils transforment radicalement le paysage, faisant ressurgir d'anciennes cités oubliées. En 2018, une ville construite par un mystérieux empire le long du fleuve Tigre a été libérée de son piège aquatique. Les archéologues se sont précipités sur le site, ne voulant pas manquer cette occasion unique de fouiller et d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette cité. Ils pensaient avoir découvert Zakiku, une ville de l'âge du bronze, fondée il y a plus de 3000 ans et submergée dans les années 80 lors de la construction du barrage de Mossoul. Autrefois un centre caravanier prospère du royaume Mitanni, elle disposait d'eau en relative abondance, une ressource rare dans la région, garantissant ainsi son succès. Les connaissances sur ce royaume demeurent limitées, car aucune chronique écrite n'a été trouvée lors des fouilles. C'est pourquoi les archéologues étaient enchantés de découvrir le palais complet autrefois occupé par leur souverain. Quelques années plus tard, après un nouvel assèchement de la région, ils ont mis au jour des fortifications protégeant la ville des envahisseurs. La découverte majeure de leur expédition fut un immense entrepôt public contenant des marchandises et des récoltes, des piles de blé et d'orge, ainsi que des métaux et du bois importés. Le pain constituait l'aliment de base des habitants, qui préparaient également de grandes marmites de soupe et des ragoûts de légumes. Chaque foyer élevait des moutons, des chèvres, des vaches et des porcs, assurant une source régulière de lait et de viande pour les grandes occasions. Toutes les constructions découvertes jusqu'à présent ont été édifiées à partir de briques en terre crue. Les murs, submergés pendant plus de 40 ans, sont remarquablement bien préservés, comme s'ils avaient été engloutis l'avant-veille. Le palais royal se distingue par sa taille, ses murs plus épais, et ses pavés également faits de briques de boue cuites et scellées pour être imperméables. Le souverain devait entretenir de bonnes relations avec celui du Grand Empire, dont Zakiku était tributaire. Les commerçants de la ville collectaient des poutres de bois qu'ils entreposaient. Celles-ci provenaient des forêts des montagnes situées au nord et à l'est de la Mésopotamie, et étaient acheminées par le Tigre. Les marchands venaient y écouler leurs marchandises avant de traverser le fleuve vers les régions frontalières. Zakiku aura été un centre de commerce prospère pendant environ 6 siècles, jusqu'à ce qu'un séisme dévastateur la frappe en 1350. Les archéologues ont retrouvé 5 vases en céramique contenant plus de 100 tablettes d'argile, fabriquées peu après le séisme. Il est presque miraculeux que ces petites tablettes d'argile non cuites aient ne survécu sous l'eau pendant des décennies. Les créateurs de ces tablettes ont gravé des notes sur l'argile encore humide, traitant de sujets tels que l'inventaire des nouvelles récoltes ou témoignant de leur correspondance avec d'autres royaumes. Une fois les notes gravées, ils les laissaient sécher au soleil.
Les scribes devaient également apprendre de nouvelles langues afin que les messages puissent être compris par des personnes étrangères à la cité. Les chercheurs pensent que les tablettes découvertes faisaient partie d'une archive privée. Ils espèrent pouvoir déchiffrer ces textes afin d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire de Zakiku et de son royaume après ce séisme dévastateur. Les dégâts infligés au bâtiment étaient tels qu'il était impossible de redonner à Zakiku sa splendeur passée. Les éventuels survivants ont été contraints de quitter la ville. Des décennies plus tard, les Assyriens, également originaires de Mésopotamie, se sont établis sur ces ruines. Ils ont érigé leurs propres habitations en utilisant les structures préexistantes comme enceinte extérieure. Toutefois, leur présence n'aura duré que 50 ans avant qu'ils ne dessinent de bâtir une nouvelle capitale sur des terres plus fertiles, espérant ainsi prospérer grâce à l'agriculture. Les archéologues qui travaillaient à Zakiku ont dû interrompre leurs fouilles lorsque le niveau de l'eau est remonté, submergeant de nouveau la ville. Ils ont protégé les ruines en les recouvrant de feuilles de plastique étanches, puis de pierres et de gravier, espérant ainsi les préserver de l'érosion aquatique et éviter leur disparition totale. Conscient de l'importance cruciale de l'eau du barrage pour la région, ils prévoient de reprendre les fouilles dès que l'eau se sera de nouveau retirée. Il y a environ 1600 ans, une communauté florissante vivait le long de la rivière Nia, au cœur de ce qui est aujourd'hui le désert du Taklamakan, en République populaire de Chine. Cette rivière, alimentée par la fonte des neiges des montagnes, serpentait à travers le désert sur des kilomètres. Après 3 ans de travail acharné, les archéologues sont parvenus à exhumer 8 tombes, où la chaleur désertique avait parfaitement conservé les vêtements et les objets qu'elles contenaient. Les personnes inhumées devaient appartenir à l'ancienne cité de Nia, un centre autrefois prospère du royaume, situé sur la route de la soie, et qui abritait plus de 3000 âmes avant d'être englouti par les sables du désert. Les ruines de Nia n'ont été découvertes qu'en 1901. Depuis, des scientifiques du monde entier ont tenté de percer les secrets de cette cité. Les tombes découvertes à la fin du XXe siècle semblent avoir appartenu à des membres de l'élite, comme en témoignent les objets luxueux retrouvés. Un carquois et un arc, des pointes de flèches en métal, des boucles d'oreilles en or, un collier de perles de verre, une boîte laquée contenant un peigne, du maquillage et un nécessaire de couture. De la soie de très haute qualité a également été retrouvée, avec des couleurs éclatantes comme le vert et le jaune, demeurées étonnamment intactes. Le tissu comportait également des caractères chinois, citant des ouvrages historiques, ce qui a permis aux scientifiques de dater sa fabrication. Plus tard, les archéologues ont mis au jour un vaste site d'habitation et ont dégagé 3 bâtiments en ruine. Il faudra probablement encore de nombreuses années pour comprendre pourquoi la ville a périclité et ce qu'il est advenu de ses habitants. Des archéologues saoudiens et français ont uni leurs efforts près de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, et y ont découvert une ancienne colonie datant de 8000 ans. Ils ont eu recours à des technologies de pointe, telles que la numérisation laser, les drones et la photographie aérienne pour révéler ce trésor de l'ère néolithique. Dans ce site archéologique important, ils ont excavé un temple de pierre, les vestiges d'un autel et plus de 2000 sépultures, offrant ainsi un précieux aperçu des anciens rituels. L'équipe a également découvert les fondations de 4 bâtiments imposants, des tours d'angle et des cours extérieures, toutes dotées de réservoirs souterrains pour stocker l'eau destinée à l'agriculture. Un ingénieux système d'irrigation, comprenant des canaux et des citernes, permettait à la ville de prospérer dans l'un des déserts les plus arides au monde. Des dessins rupestres, gravés à même la montagne voisine, illustrent la vie quotidienne des habitants. Les fouilles, en cours depuis plus de 40 ans, continuent de révéler de nouveaux artefacts, offrant toujours plus de réponses aux questions des chercheurs. Des pêcheurs ont découvert des ossements, des outils et des artefacts datant de 9000 ans au fond de la mer du Nord. Des archéologues et des paléontologues britanniques et néerlandais se sont précipités pour examiner ces découvertes, espérant y découvrir des traces du Doggerland submergé. Ils n'ont pas été déçus et ont même découvert des empreintes parfaites laissées par les hommes du Mésolithique. Il y a 12 000 ans, lors de la dernière grande période glaciaire, les îles britanniques n'étaient mais pas du tout des îles. Elles faisaient partie d'une vaste terre composée de collines, de marécages et de forêts denses qui les reliaient au continent européen. Cette terre, appelée Doggerland, abritait une société de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Cependant, avec la fonte des glaciers, le niveau de la mer a commencé à s'élever à une vitesse d'1 à 2 mètres par siècle, forçant les habitants à migrer vers les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Angleterre et aux Pays-Bas.
Les experts ont alors décidé d'explorer l'histoire de Doggerland en exploitant les données fournies par les compagnies pétrolières opérant en mer du Nord. Jusqu'à présent, ils ont créé des modèles numériques représentant les 47 000 km² que couvrait Doggerland avant sa submersion. Ils doivent encore analyser des échantillons d'anciens insectes et de plantes préhistoriques ainsi que l'ADN des animaux retrouvés pour obtenir une image complète. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain... Attendez, que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel. Alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur, et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies, qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisées pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ?
Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Des tunnels, des métros, des réseaux souterrains et même des passages secrets permettant d'accéder aux maisons des personnes riches et célèbres. Pourquoi avons-nous besoin de tunnels ? Vous demandez-vous peut-être? Pour se cacher, de nombreuses villes ont des tunnels souterrains et même des doubles souterrains. Maintenant,
Soyons clairs, ces passages ne sont normalement pas reliés entre eux, contrairement à la rumeur populaire selon laquelle il serait possible de se rendre d'Écosse en Turquie en empruntant des passages secrets, construits il y a environ 5000 ans. Oui, si construire cela semblerait fou même aujourd'hui, imaginez à l'époque. Ces tunnels s'appellent officiellement des souterrains refuges. Et ils ont probablement été construits au Moyen Âge. Mais nous ne connaissons pas la date exacte de leur création. C'est en Bavière qu'ils sont le plus nombreux. Mais on en trouve aussi beaucoup en Grande-Bretagne et en France. Les souterrains refuges, qui sont absolument uniques dans le monde entier, se caractérisent par des couloirs étroits de forme ovale et des goulets d'étranglement appelés, en allemand, Schlupf ou Sleep-Outs en anglais. Malgré les spéculations, leur fonction reste un mystère. Cependant, certains de ces tunnels sont équipés de cheminées et même d'évents, ce qui pourrait signifier qu'ils servaient principalement d'abri. Datant du Moyen Âge, peut-être même du XIIe siècle, les souterrains refuges manquent de marqueurs archéologiques et nous n'avons aucun document historique à leur sujet. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses rumeurs circulent sur leur fonction. Certains scientifiques sont convaincus qu'il s'agissait d'espaces de stockage, bien que leur étroitesse rende cette hypothèse peu plausible. D'autres pensent qu'ils servaient de cachette aux agriculteurs lors des invasions tribales. Cependant, le fait qu'ils ne disposent que d'une seule entrée remet en question leur efficacité pour échapper aux menaces. Si vous vous sentez l'âme d'Indiana Jones et que vous souhaitez vous aventurer dans ces tunnels, vous avez de la chance. Quelques structures, comme l'Erdstahlratgeblücken en Autriche, accueillent les visiteurs désireux d'en savoir plus. Cependant, la plupart des souterrains refuges sont fermés au public. Les origines de ces tunnels souterrains restent largement inconnues, tout comme leur véritable fonction. Et si vous vous dites « nous sommes au XXIe siècle, nous pouvons à peu près tout étudier », eh bien, vous vous trompez. Ce qui rend ces tunnels difficiles à comprendre, ce sont leurs dimensions réduites. Les méthodes d'arpentage traditionnelles s'avèrent souvent inadaptées dans de tels espaces. Pour résoudre ce problème, les scientifiques utilisent un appareil portatif équipé d'une caméra RVB, d'un gyroscope et de capteurs de profondeur haute résolution, ce qui leur permet de relever les moindres détails à l'intérieur des tunnels. Ils ont également recours à des techniques modernes telles que la topographie 3D dans l'espoir de découvrir les véritables origines et fonctions de ces tunnels. Une hypothèse suggère même qu'il s'agissait peut-être de logements mal conçus, abandonnés lorsque leurs insuffisances furent devenues évidentes. Pourtant, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée. D'autres théories suggèrent qu'ils servaient à des fins spirituelles, tandis que selon l'idée la plus farfelue, ces tunnels seraient des vestiges de civilisations extraterrestres. Les experts pensent toutefois qu'ils servaient simplement à des fins pratiques, pour l'entreposage des biens ou comme cachette contre les pillards. Comme nous n'avons pas d'informations précises sur leur origine, il se peut que n'importe qui, même un paresseux, ait pu les construire. Non, je ne suis pas fou, les paresseux peuvent effectivement construire des tunnels géants. Regardez plutôt, en 2009, un agriculteur du sud du Brésil conduisait son tracteur dans un champ de maïs lorsqu'il s'est soudainement enfoncé dans le sol. Il s'est vite rendu compte qu'il avait traversé le sommet d'un tunnel souterrain. Lorsque les chercheurs sont venus enquêter, ils ont trouvé un passage d'environ 2 mètres de haut sur 2 mètres de large, s'étendant sur environ 15 mètres, et ce juste au-dessous de la maison du fermier. En regardant de plus près, ils ont remarqué de profondes marques de griffes sur les murs. C'était la preuve que le tunnel n'avait pas été creusé par des hommes. Ce que ce fermier avait découvert était un paléofossé de mégafaune, un tunnel préhistorique creusé par des créatures anciennes, comme des paresseux ou des tatous géants, il y a plus de 10 000 ans. Je sais qu'il est difficile d'imaginer ces animaux, mais laissez-moi vous aider. Prenez un hamster. Maintenant, imaginez-le aussi gros qu'un éléphant. Et n'oubliez pas, ce hamster de 4 mètres de haut peut aussi marcher sur 2 pattes. À leur époque, il y a environ 15 millions d'années, et jusqu'à il y a 10 000 ans, de nombreuses espèces de paresseux et de tatous géants parcouraient les Amériques. Et certains creusaient bien ce genre de tunnels. Aujourd'hui, beaucoup de ces tunnels sont remplis de sédiments, même si certains restent dégagés, comme celui que notre fermier a découvert. Cette découverte de 2009 a suscité un vif intérêt, conduisant à la découverte de plus de 1500 paléofossés dans le sud du Brésil, ce qui en fait la région du monde où la concentration de tels sites est la plus élevée. Mais personne ne sait exactement pourquoi il y en a autant dans le sud du Brésil. Bien que certains paléofossés existent dans toute l'Amérique du Sud, on n'en a trouvé aucun en Amérique du Nord, ce qui est étrange, car ces énormes paresseux
parcouraient tout le continent. La fonction exacte de ces grands tunnels reste un mystère, mais les scientifiques pensent qu'ils servaient d'espace post-natal pour la régulation de la température ou pour l'hibernation. Les tunnels se sont probablement développés au fil des siècles, à mesure que les générations successives de paresseux et de tatous les agrandissaient. Maintenant, jetons un coup d'œil au Fugu. Non, il ne s'agit pas de ce mets japonais très dangereux, ni d'une ville en Nouvelle-Guinée. Pour les voir, nous devons nous rendre au Royaume-Uni. Les Fugu sont également des structures souterraines, mais ils ne ressemblent pas exactement à des tunnels. Ce sont des structures en pierre sèche. Ils ressemblent à des grottes décorées à l'aide de pierres. On n'en a trouvé qu'une quinzaine jusqu'à présent, et la plupart se trouvent en Cornouailles. Selon les estimations, ces tunnels auraient été construits il y a environ 2400 ans, et ils sont encore en parfait état, ce qui est vraiment fascinant. À l'époque, les gens ne disposaient pas de machines modernes, et pourtant ces structures sont toujours là. Vous vous imaginez acheter un appartement aujourd'hui et apprendre qu'il sera toujours là dans 2 millénaires et demi? Pour en revenir à nos Fugu, leur fonction supposée n'a rien d'extraordinaire. Ils pouvaient être utilisés à des fins spirituelles, comme cachette ou comme garde-manger. Cette dernière fonction est cependant un peu surprenante. Je suppose que ce n'est un secret pour personne que l'Angleterre est réputée pour son taux d'humidité excessif, et que si vous voulez bien conserver vos aliments, vous devez éviter l'humidité à tout prix. Sinon, vous pouvez dire bonjour à la moisissure et aux champignons. Mais les peuples anciens n'étaient pas bêtes du tout. Autrement, ils n'auraient pas survécu, et vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. Ils utilisèrent donc peut-être ces Fugu pour stocker certains produits, des produits présentant une moisissure naturelle, et contribuer ainsi à la conservation des denrées périssables, comme le lait, le beurre et le fromage. Mais bon, ce ne sont là que suppositions. La véritable fonction de ces tunnels reste inconnue. Ce qui rend les Fugus uniques, c'est qu'il s'agit de tunnels construits délibérément, et non de mines creusées comme on en trouve au pays de Galles, par exemple. Ils ont été réalisés par l'excavation de tranchées profondes, puis revêtus de dalles de pierre de fête, avant qu'on y déverse du remblai. Tout cela demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, quelle que soit la difficulté, les villes du monde entier sont souvent bâties sur des réseaux de tunnels complexes, uniques à chaque endroit. Par exemple, Paris est célèbre pour ses vastes carrières souterraines, qui ont été abandonnées il y a des années, mais qui présentent toujours un risque d'effondrement dans certaines zones. Londres possède l'un des plus grands réseaux de tunnels au monde, dont beaucoup ont été spécialement créés à des fins militaires. À New York, des rumeurs circulent sur l'existence de tunnels secrets, tandis qu'à Los Angeles, on trouve d'anciens tunnels datant de la Prohibition, utilisés par les bars clandestins. De nombreuses autres villes possèdent d'énigmatiques tunnels. Et étonnamment, la Floride ne fait pas exception. Remontons jusqu'en 2011, à Ybor City. Près d'un ancien bureau de poste, une inondation a fait apparaître quelque chose d'étrange. Les vestiges d'une structure inconnue. À l'époque, les gens n'y ont pas vraiment prêté attention. Et ce n'est que 7 ans plus tard que l'on a découvert quelque chose de vraiment fascinant. Ce quartier historique a été fondé dans les années 1880, mais on ignorait jusqu'en 2018 qu'il abritait également un réseau de tunnels cachés. Nous ne l'avons découvert que grâce à des travaux de rénovation. Leur fonction exacte, bien sûr, est inconnue, mais la plupart des scientifiques sont convaincus qu'ils servaient à relier les premières salles de jeu au port de Tampa. Il est difficile de déterminer l'étendue de ce réseau de tunnels. En 2018, on a trouvé dans une maison historique de Seminole Heights des portes verrouillées menant à des tunnels datant des années 1920. Un habitant a même déclaré avoir parcouru un tunnel pendant une vingtaine de minutes. Selon certaines rumeurs, ces tunnels relieraient le fleuve Hillsborough à Ybor City. Les recherches se poursuivent, mais aucune nouvelle information n'a encore été dévoilée. Que dirais-tu de faire un petit voyage dans le temps ? Nous allons plonger dans l'histoire de la forêt amazonienne pour percer le mystère de ces cités perdues. Prends ton spray anti-moustique et embarque avec nous. La forêt amazonienne est la plus grande forêt tropicale au monde. L'environnement qui y règne peut être extrêmement difficile pour la vie humaine. Pourtant, la légende veut que l'Amazonie ait abrité des colonies tentaculaires dotées de richesses incommensurables. Cela pourrait-il être vraiment le cas ? Ou n'est-ce rien d'autre qu'une lubie de notre imaginaire collectif ?
La légende d'Eldorado est peut-être le mythe à l'origine de tout cela. Lorsque les conquistadors européens ont entamé leur exploration des Amériques au cours du XVIe siècle, la rumeur s'est répandue qu'une civilisation amazonienne avait pour coutume de peindre leur chef en or, en guise d'offrande aux puissances divines. La légende del Hombre Dorado, alias l'homme doré, s'est rapidement diffusée en Europe. Les explorateurs se sont enthousiasmés à l'idée de découvrir une quantité infinie d'or quelque part au fin fond des jungles d'Amérique latine. Et, comme tu peux l'imaginer, les expéditions sur ce continent ont commencé à se multiplier chaque année. Il n'a pas fallu longtemps pour que les explorateurs découvrent cette civilisation. Ce peuple était connu sous le nom de Muiscas et résidait en actuelle Colombie près du lac Guatavita. Le peuple Muisca avait pour tradition de peindre son chef, appelé le Zipa, en or de la tête aux pieds. Au cours d'une cérémonie religieuse, le Zipa plongeait dans les eaux, répandant de la poussière d'or dans tout le lac. Pour les Muiscas, c'était une façon d'honorer et de rendre grâce aux puissances cosmiques auxquelles ils croyaient. Lorsque les explorateurs européens ont entendu parler de cette pratique, ils ont été stupéfaits. Pour eux, l'or était essentiellement synonyme de richesse et était employé à des fins commerciales. Ceci leur a laissé imaginer que le peuple Muisca devait jouir de véritables montagnes d'or, cachées quelque part au fin fond des jungles pour l'utiliser avec autant de largesse. C'est ainsi qu'est née la légende d'Eldorado. Ce qui était autrefois la pratique del Hombre Dorado a voyagé de bouche à oreille jusqu'à devenir Eldorado, une ville fictive qui était réputée pour abriter de faramineuses quantités d'or. La quête de cette cité perdue a conduit les Européens à dépenser d'immenses sommes d'argent pour arpenter la forêt amazonienne. Malheureusement pour eux, toutes ces expéditions sont revenues bredouilles. Enfin, pour celles qui sont revenues. Maintenant, faisons un bond au début des années 1900. En Angleterre, la Royal Geographical Society, une prestigieuse institution britannique, recherchait quelqu'un qui soit prêt à se rendre en Amérique latine pour tracer la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Plus précisément, la partie de cette frontière qui repose au cœur de la forêt amazonienne. Un certain Percy Fawcett, passionné d'Amérique latine, s'est volontiers proposé pour s'acquitter de cette tâche. Il est important de noter que la forêt amazonienne est d'une taille comparable à celle des États-Unis. Elle s'étend sur 8 pays, dont le Brésil, le Pérou et la Bolivie. Et crois-moi, s'y déplacer n'est pas une mince affaire. La jungle y est incroyablement dense. Et en plus de cela, elle abrite de terribles prédateurs comme les anacondas, les jaguars, les caïmans, les piranhas, j'en passe et des meilleurs. Mais malgré tout cela, l'aventure cartographique de Fawcett a été couronnée de succès et semble même l'avoir laissé sur sa faim. De retour en Angleterre, Fawcett s'est mis à parcourir les carnets d'autres explorateurs dans l'espoir d'en apprendre plus sur les anciennes civilisations de l'Amazonie. Il lisait des articles sur les Incas et les Mayas et les grands empires qu'ils avaient bâtis. Il pensait que si les Incas avaient été capables d'ériger un empire qui s'étendait sur 2 millions de kilomètres carrés, cela pouvait signifier que d'autres civilisations amazoniennes avaient pu y prospérer aussi. Au cours de ses recherches, Fawcett est tombé sur le rapport d'un explorateur du XVIe siècle. Celui-ci évoquait une ville au fin fond de la jungle amazonienne qui recelait une quantité inimaginable de pierreries. Une cité qui s'étendait sur 25 km sans le moindre interstice d'une maison à l'autre. Ce récit a nourri l'imagination de Fawcett jusqu'à atteindre un nouveau paroxysme. Dès ce moment, il est devenu obsédé par la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Pendant des années, Fawcett a exploré la forêt amazonienne, généralement à la recherche de ruines en pierre qui auraient pu indiquer des peuplements humains. Lors de ses dernières expéditions, il s'est concentré sur l'exploration de l'état du Mato Grosso, au centre du Brésil. Parti d'Europe, il s'est rendu dans la région inférieure du rio Xingu. Le voyage jusqu'à la rivière Xingu lui prendrait environ 14 jours à pied. Ensuite, il embarquerait à bord de petites pirogues, accompagné de chefs autochtones qui connaissaient la région mieux que quiconque. La façon dont il communiquait avec les populations indigènes est encore un mystère, car il ne s'exprimait que dans des dialectes locaux. Certains chercheurs estiment que ce pourrait être la véritable raison pour laquelle il n'a jamais trouvé cette cité perdue. On pense qu'il aurait été incapable de communiquer ce qu'il recherchait avec exactitude. Et ce n'était pas là sa plus grande difficulté. Comme nous l'avons déjà établi, l'Amazonie n'est pas l'endroit le plus hospitalier pour ses visiteurs. Dans ses carnets de bord, Fawcett relate sa rencontre avec un anaconda de 18 mètres de long, à laquelle il a courageusement survécu.
Il décrit des nuits blanches interminables et des réveils aux mains et aux pieds gonflés par les piqûres de moustiques. Certains de ses pairs affirmaient qu'il était aussi invincible qu'infatigable. Mais le jour est venu, lors de sa 8e expédition, où il n'est jamais rentré chez lui. Fawcett a disparu sans laisser la moindre trace. Certains soupçonnent même qu'il était sur le point de toucher au but. Le jour même de sa disparition, il a envoyé une lettre optimiste à sa femme disant qu'il n'y avait pas à s'en faire. Et qu'il se lançait dans une ultime recherche dont il était absolument certain. La tentative ratée de Fawcett pour découvrir des ruines semblait confirmer une réalité communément admise par les experts de l'époque, que cette forêt tropicale était bien trop inhospitalière pour supporter de grandes sociétés complexes, encore moins des villes. Les experts étaient convaincus que les cités perdues de l'Amazonie relevaient entièrement de la fiction. Du moins, jusqu'aux années 1960, lorsque des recherches modernes ont commencé à déceler des preuves qui suggéraient le contraire. Les chercheurs ont découvert des parcelles de sol extrêmement fertiles qu'ils ont appelées les terres noires. Et apparemment, ils en ont trouvé beaucoup en Amazonie, surtout le long des rivières. D'autres recherches ont même montré que ce type de sol était créé par les déchets humains ou le brûlis intentionnel des forêts, ce qui enrichit le sous-sol en nutriments. Ce qui ne pouvait que signifier le jackpot. La découverte de cette terre noire était la preuve que l'agriculture à grande échelle était possible et avait probablement existé au beau milieu de l'Amazonie. Ce qui confirme que des colonies auraient pu y prospérer après tout. Dans les années 1990, le long de la rivière Xingu au Brésil, une équipe d'archéologues de l'Université de Floride a fait une découverte remarquable. En travaillant aux côtés des populations autochtones, ils ont trouvé de très longs fossés. Après les avoir cartographiés, ils ont réalisé que ces fossés étaient les signes d'un peuplement de grande taille. Il s'agissait de vestiges de murs soigneusement conçus, centrés autour d'une place. D'autres étaient les restes de routes qui menaient à différentes colonies. En fait, cette partie de l'Amazonie, d'une taille équivalente à celle du New Jersey, était autrefois un réseau de plusieurs dizaines de peuplements qui, selon les experts, auraient pu abriter jusqu'à 50 000 personnes entre le XIIIe et le XVIIe siècle. D'autres découvertes ont été rendues possibles grâce à la télédétection par laser, un type de technologie qui permet aux chercheurs de prendre des photos satellites du sol de la forêt sans avoir à y mettre les pieds. Ainsi, un réseau de tranchées dans l'état de l'Acre, au Brésil, remonterait entre le IIIe et le XIIIe siècle. Ces traces suggèrent des peuplements qui auraient pu supporter environ 60 000 personnes. D'autres images, provenant des environs du rio Xingu, laissent supposer des villes qui auraient pu abriter de 8 à 50 millions d'individus. C'étaient les villes perdues de l'Amazonie. Crois-le ou non, ces images suggèrent que Fawcett était très proche d'une découverte majeure. Il recherchait les ruines au bon endroit, mais il ne s'intéressait pas aux bons vestiges. Contrairement aux villes comme Cusco, dont la pierre était le matériau de construction principal, les implantations urbaines de l'Amazonie employaient le bois et la terre pour construire leurs cités. Ces matériaux se détériorent au fil du temps et se sont probablement décomposés. Les trouver nécessitait hélas une technologie un peu plus avancée que celle dont disposait Fawcett à son époque. Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile. Surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mont Prama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas?
Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa. Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans. Leurs crânes suggèrent qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous, les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde? C'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans. Grâce à de nouvelles technologies, comme le LIDAR, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes, dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football. On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabe, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée, nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, un membre du Congrès américain, a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe.
Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Richa, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité. Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotées de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps. Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient, grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers. Ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau. Alors que leur environnement, le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes.
Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique oriental, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique oriental déjà évoqué, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidental et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif,
obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus reste une découverte fascinante et pour le moins inattendue a émergé parmi les roches de la vallée d'Ica, au Pérou. Les ossements d'une baleine préhistorique, Perucetus colossus, ayant vécu il y a près de 40 millions d'années. Initialement, ces os massifs et aux formes inhabituelles n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt, car on les a pris pour de simples rochers gigantesques. Certes, cette hypothèse pouvait intriguer, mais les choses ont pris une tournure différente lorsque les chercheurs ont réalisé qu'ils étaient face au reste d'un animal marin colossal qui arpentait autrefois les côtes du Pérou. Par ailleurs, cette baleine serait probablement l'être le plus lourd à avoir jamais existé. Désolé, la baleine bleue, on sait que tu as tout fait pour obtenir ta place au sommet. Avec une longueur de plus de 30 mètres et un poids dépassant 200 tonnes, elle mérite son statut de plus grand animal de la planète. Toutefois, il semble que son règne touche à sa fin. Il est temps de céder le titre à un nouveau prétendant. Et celui-ci est véritablement titanesque. Cette créature des océans était sans doute plus courte que la baleine bleue, mais nettement plus lourde, avec une masse estimée entre 93 et 370 tonnes. Si les calculs penchent vers la fourchette supérieure, Perucetus pourrait devenir le plus grand animal jamais connu sur Terre. Ce poids impressionnant s'explique par des os extraordinairement denses et épais. Un trait qu'on observe encore aujourd'hui chez des espèces comme les lamantins ou certains des premiers cétacés. Ces os denses représentent un atout considérable pour les mammifères marins, car ils leur permettent de rester immergés la majorité du temps. Mais un excès de poids peut être problématique. Un corps trop lourd aurait tendance à couler en permanence, obligeant l'animal à dépenser une énergie considérable pour remonter à la surface. Pour éviter cela, les mammifères marins doivent posséder suffisamment de tissus plus légers, comme des muscles ou de la graisse, pour garantir leur flottabilité tout en minimisant leurs efforts. Les scientifiques ne disposaient pas du squelette complet, ce qui complique l'évaluation de la taille de l'animal. Cependant, ils ont utilisé le rapport entre les os lourds et les tissus plus légers, observés chez d'autres mammifères marins pour estimer le poids total de cette immense baleine préhistorique. Ces fossiles ont été découverts il y a environ 13 ans, et les chercheurs ont passé les 10 années suivantes à extraire la baleine de la roche. L'analyse de son anatomie et de son âge a révélé qu'elle était apparentée au Basilosaurus, une baleine dotée d'un long museau garni de dents acérées, et d'un corps élancé évoquant celui d'une anguille. Même si Perucetus n'était pas plus grand que la baleine bleue, il n'en demeurait pas moins un géant régnant sur les profondeurs océaniques. Contrairement aux baleines modernes, il est plausible que cette créature ait été un prédateur s'attaquant à des proies de grande taille. Cette découverte bouleverse également notre compréhension de l'évolution des baleines. Les chercheurs pensaient auparavant que ces majestueuses créatures avaient atteint des tailles impressionnantes il y a environ 5 millions d'années lorsqu'elles ont commencé à consommer une grande quantité de petites proies. Or, voici la preuve que des baleines gigantesques existaient bien avant. Toutefois, il reste à élucider comment cette baleine trouvait suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs,
il reste difficile de déterminer précisément le régime alimentaire de cette ancienne créature. Avec sa taille imposante et sa nage lente, elle devait probablement chercher sa nourriture dans des eaux peu profondes. Elle se nourrissait sans doute de crustacés, de palourdes ou d'autres petits animaux enfouis dans le sable. Une hypothèse propose qu'elle était charognarde, se nourrissant des restes d'animaux trouvés sur son passage. Il n'est pas rare de découvrir des fossiles d'animaux marins dans les déserts, car bon nombre de ces zones étaient autrefois immergées. Le Sahara, par exemple, était, il y a 50 à 100 millions d'années, une mer peu profonde appelée la voie maritime transsaharienne. Si cette région est aujourd'hui aride, les habitants de ces lieux avaient conscience de son passé aquatique, car ils y trouvaient souvent d'anciennes coquilles. La mer atteignait une profondeur d'environ 50 mètres, une profondeur idéale pour la baignade. Certains pourraient comparer cette région au Porto Rico d'aujourd'hui, avec son abondance de soleil et ses eaux peu profondes. Les forêts de mangroves y étaient répandues, tout comme les fonds marins recouverts de mollusques, tels que les escargots et les palourdes. Les sédiments marins déposés après l'assèchement de la mer regorgent de fossiles variés. Les créatures peuplant cet ancien monde sous-marin avaient une apparence peu engageante et étaient nettement plus imposantes que leurs descendants actuels. Un être humain de taille normale aurait à peine constitué un encas pour ces géants, loin d'un repas complet. Généralement, lorsqu'un animal s'établit sur une petite île, il peut atteindre une taille bien supérieure à celle de ses congénères continentaux. Ce phénomène, connu sous le nom de gigantisme insulaire, s'explique par la présence accrue de ressources ou la réduction du nombre de prédateurs sur les îles. Peut-être un phénomène similaire s'est-il produit dans la voie maritime transsaharienne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une île, les mouvements incessants des eaux ont formé de petites poches isolées. Les conditions spécifiques qui y régnant ont vraisemblablement favorisé la croissance de certaines espèces. Ainsi, on retrouve des créatures telles que des serpents de mer et des silures colossaux, ainsi que d'autres poissons aujourd'hui disparus. Parmi eux, un pycnodontiforme se distinguait par ses mâchoires puissantes, qu'il utilisait pour broyer des coquilles et s'attaquer à des proies dures. La dentition de ces animaux témoigne de leur rôle de prédateurs dans cet écosystème. Leur régime alimentaire a évolué avec le temps, à l'instar de certains piranhas modernes. Mais la compétition pour dominer la chaîne alimentaire était féroce, surtout face à des prédateurs d'envergure tels que les requins, les crocodiles ou encore d'antiques ancêtres des éléphants. Le Sahara a connu plusieurs phases dans son histoire. Si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous visitiez ce qui est aujourd'hui le plus grand désert chaud du monde tel qu'il était il y a environ 6000 ans, vous ne seriez pas confronté à une mer de sable brûlant. Vous pourriez au contraire profiter d'une promenade agréable à travers un paysage luxuriant. Les habitants de cette région, autrefois, ne laissaient donc pas de peinture sur les parois des grottes représentant des chameaux, des dunes ou des scorpions, ces éléments caractéristiques du Sahara actuel. À la place, ils dessinaient des crocodiles. Ces illustrations offrent une preuve supplémentaire qu'à une époque, le Sahara regorgeait d'eau et de végétation, suffisamment pour accueillir ces imposants et redoutables reptiles. Il y a environ 3 milliards d'années, la Terre était probablement presque entièrement recouverte d'eau. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 71% de la surface terrestre, mais il semble qu'à cette époque, elle ressemblait à un vaste monde océanique, sans continent véritable, seulement parsemé de quelques îles. Des scientifiques ont examiné des roches particulières en Australie occidentale, formées dans un environnement profondément immergé, appelé système de sources hydrothermales. Pour mieux comprendre, il faut mentionner deux types d'oxygène courant, O16 et O18. Ce dernier, plus lourd grâce à ses neutrons supplémentaires, s'évapore moins facilement. En analysant d'anciens fonds marins, les chercheurs ont découvert une proportion significative d'O18, bien supérieure à celle observée dans les océans actuels. Cela les a amenés à conclure qu'autrefois, la Terre comptait moins de terres émergées qu'aujourd'hui. L'Australie, autrefois un lieu verdoyant abritant de grands animaux et de vastes forêts tropicales, est aujourd'hui l'endroit idéal pour mener ce type d'études. Avec le temps, cette terre est devenue plus aride, et des déserts tels que le grand désert de Victoria se sont formés. Les forêts tropicales, quant à elles, se sont progressivement réduites aux extrémités du continent. Ce phénomène, connu sous le nom de désertification, se produit lorsque des terres, auparavant fertiles et adaptées à l'agriculture, se transforment en déserts. Si les changements climatiques naturels contribuent à cette évolution,
Les activités humaines, comme l'exploitation minière, l'agriculture intensive ou la construction urbaine, jouent également un rôle important dans cette transformation. Lorsque des terres deviennent désertiques, cela pose de nombreux problèmes. Elles ne peuvent plus produire de nourriture, l'eau potable y devient insuffisante, et les animaux perdent leur habitat naturel. Pour lutter contre ce phénomène, de nombreux pays ont adopté un plan. Celui-ci vise à collaborer avec les agriculteurs pour restaurer les terres dégradées, gérer l'eau plus efficacement et préserver les zones encore productives, dans le but d'améliorer les conditions de vie sur notre planète. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte, et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne, sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne.
Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée au voile pourpre et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides.